sais que nous avons beaucoup à couvrir aujourd'hui et nous allons vouloir profiter du temps que nous avons ensemble. Alors débutons tout de suite. Pour ceux et celles qui venaient de vous joindre à nous dans les dernières minutes, prenez note que nous avons de l'interprétation simultanée disponible aujourd'hui. Merci à Interprenet. Vous avez quelques options. Vous pouvez vous joindre à nous par votre furteur ou l'appli dédiée. C'est expliqué dans le courriel d'invitation. Le jeton utilisé pour aujourd'hui, c'est Radar Coverage en un seul mot et vous pourrez choisir la langue de votre choix. Si vous avez des questions ou des problèmes, contactez ma collègue pour le soutien technique aujourd'hui. Ceci dit, débutons. Alors, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui est la première d'une série de 4 sessions que CanSFE a l'honneur de livrer aujourd'hui avec les collègues de Johns Hopkins, le projet Radar de Johns Hopkins. J'espère que c'est le bon terme, le bon mot. Nous avons travaillé ensemble dans le passé pour fournir des occasions d'apprentissage sur la gamme d'outils radar. C'est la première fois que nous le faisons en entier par mode virtuel, mais ce qui est merveilleux, c'est que quand nous les avons faits face à face, nous étions limités dans la zone géographique qui pouvait participer. Donc, le fait d'avoir des partenaires pan-canadiens pour qui se joignent à nous pour ces sessions de formation dans les 2 langues, c'est vraiment fantastique et je crois que nous allons avoir des sessions très enrichies. Alors, j'ai bien hâte d'obtenir vos commentaires après la session d'aujourd'hui. Quelques commentaires. Certains vont participer à toutes les sessions d'ici le prochain mois. D'autres ne participeront qu'aujourd'hui ou pendant d'autres sessions. Veuillez noter que ces sessions sont enregistrées. Elles seront disponibles pour vous et vos collègues et vous allez pouvoir y avoir accès plus tard. Et nous en sommes très heureux. Afin d'en profiter au maximum, et étant donné que ce sont des sessions participatives, cela signifie que si vous activez votre micro, votre nom va peut-être être affiché dans la formation. Donc, si vous voulez éviter ça, et vous pouvez vous renommer. Vous devriez tous avoir cette option. Donc, si vous allez en haut à droite de votre écran, il y a 3 petits points, des petites ellipses. Si vous cliquez dessus, ça devrait vous donner l'option de vous renommer. Et vous pouvez utiliser le nom que vous voulez ou le nom de votre organisation si vous voulez être identifié en tant que tel. Et comme ça, nous pourrons maintenir un peu de contrôle sur comment les gens se nomment. Et bien sûr, nous vous invitons à éteindre votre caméra si vous le préférez. Vous pouvez poser des questions de vive voix pendant la session, mais vous pouvez aussi l'écrire dans la boîte de clavardage. Et nous allons nous assurer que les conférenciers soient informés de votre question et ils pourront y répondre dans la langue de votre choix. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ma collègue Tina Larochelle, qui s'appelle maintenant Tina Larochelle Technical Support, sera disponible si vous avez des problèmes de connexion, si vous avez besoin d'aide dans la pose d'une question pour activer ou désactiver votre micro, elle pourra vous aider avec ça. Donc, vous pourrez lui poser vos questions directement. Et les autres membres de l'équipe CanWatch. Nous allons rendre les sessions disponibles après la fin des 4 sessions et que nous allons avoir eu l'occasion de faire une édition des vidéos dans les 2 langues. Donc, ça va prendre quelques semaines après les 2 sessions. Mais si vous vous êtes inscrit aujourd'hui, vous allez recevoir un courriel vous informant quand les sessions seront disponibles. Donc, ceci dit, débutons. Je vais céder le micro à Melinda. Avant de le faire, vous avez une adresse Internet révisée à l'écran, radar-project.org/coverage survey, si vous voulez voir la portion sondage de couverture
du sondage. Alors sur ce, Melinda, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de voir le niveau d'intérêt dans ces sessions. Comme Jessica l'a dit, c'est le premier de 4 ateliers sur l'outil de couverture radar. Comme vous allez le constater, nous travaillons sur cet outil ou cette gamme d'outils depuis un certain temps déjà. Et nous sommes très heureuses de pouvoir partager la version finale de ces outils pour obtenir vos commentaires. Des 4 ateliers, celui-ci est davantage un survol. Les autres entreront dans le détail d'aspects plus précis de l'outil et on va en parler davantage dans un instant. Pour me présenter, mon nom est Melinda Muñez. Je suis une professeure adjointe à la faculté de santé publique Johns Hopkins. Je me concentre sur l'évaluation des programmes et surtout dans les pays à faible revenu, en Afrique, entre autres. Et je suis ici aujourd'hui avec certains de mes collègues et Abdullah Imaida qui vont se présenter eux-mêmes dans un instant. D'abord, nous sommes heureux de voir des gens d'Affaires mondiales Canada qui peuvent assister au webinaire aujourd'hui. Donc, je voulais céder le micro à Dave Weber, qui va maintenant vous dire quelques mots. Dave, c'est à vous. Merci Melinda, merci Jessica. Donc, je suis Dave Weber, je suis sous-ministre adjoint de ce qu'on appelle la stratégie et la coordination dans notre département de santé mondiale, Affaires mondiales Canada, et nous travaillons avec CanSFA depuis 2016. Et c'est un partenariat qui a débuté sous notre deuxième initiative MNCH et nous voulions développer des outils d'imputabilité pour cette initiative, pour la SSGR. L'imputabilité dont on parle représente différentes choses, mais cette capacité de voir si un projet a atteint ses objectifs. A-t-il diminué la mortalité des mères, des enfants? Est-ce que ça a modifié les comportements? Donc, c'était l'origine du projet. Il y a plusieurs outils qui ont été développés par Melinda et d'autres. Donc, regardons ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, nous voulons utiliser ces outils qui ont été développés pour soutenir l'imputabilité qui a été annoncée par le premier ministre Trudeau l'année dernière et qui a commencé vraiment le mois dernier. Donc, à l'intérieur d'Affaires mondiales et avec les partenaires comme CanSFE, nous nous sommes demandé à quoi ressemble un cadre d'imputabilité. Et une partie, c'est d'être capable de raconter une histoire éloquente sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Nous reconnaissons de façon générale qu'en tant que secteur, le secteur de la santé au Canada pourrait faire un meilleur travail de raconter cette histoire des résultats. On travaille souvent au niveau des projets, mais on ne réussit pas à tout recentrer. Et on devrait être capable de raconter une histoire mieux structurée. Et c'est ce que l'on essaie de faire. Alors, ce que l'on essaie de faire à Affaires mondiales Canada, c'est que nous voulons essayer de mieux raconter cette histoire de résultats. Et entre autres, nous voulons parler des données de référence et les données en ligne. Et c'est ici que cet outil entre en ligne. C'est un outil de sondage. Nous espérons obtenir des données de meilleure qualité, plus consistantes et robustes pour raconter cette histoire. Et à cette fin, nous voulons faire la promotion de cet outil et nous espérons organiser davantage de ces sessions pour d'autres partenaires. Je crois que nous avons un auditoire complet et je suis heureux que Melinda et son équipe soient disponibles pour le fournir et je veux remercier CanSFA pour l'avoir organisé. Jusqu'à présent, tout
semble bien et j'apprends déjà des choses au sujet de Zoom que je ne connaissais pas auparavant. Alors, merci pour ça, Jessica. J'aimerais ajouter, étant donné que je suis ici, qu'à partir du 31 mars, nous avons complété cet engagement au niveau de la santé et nutrition des mères, nouveau-nés et enfants. Au 31 mars, nous avons réussi à les compléter. Nous avions planifié une célébration de ces engagements, leur complétion, mais avec l'arrivée de la COVID, nous avons eu peu d'occasions pour le célébrer. Mais je veux simplement féliciter votre organisation. Plusieurs d'entre vous fait des projets qui font partie de ces initiatives. Alors, merci pour vos contributions et pour l'impact que vous avez réussi à obtenir. Alors, Melinda et Jessica, à vous. Merci beaucoup, Dave. Et nous sommes très heureuses et nous espérons bien que ces outils vont être utilisés à l'avenir. Je voulais demander à nos deux prochaines spécialistes de se présenter. Mon nom est inaudible. Je suis une associée, une professeure adjointe à l'Université Johns Hopkins et je travaille sur plusieurs outils dans le projet Radar. Et Maïga, maintenant. Bonjour tout le monde. Je suis Abdoulaye Maïga. Je travaille à l'École de santé publique à l'Université Johns Hopkins. Je fais aussi partie de l'équipe avec Melinda et je vais animer les sessions à venir dans cette série de webinaires. Merci. D'accord, merci à vous deux. Alors, nous allons maintenant débuter. Donc, les objectifs du webinaire aujourd'hui, les autres webinaires sont un peu plus pratiques. Ils ont davantage de formation technique. Dans celui-ci, nous ne faisons qu'introduire l'outil de couverture radar et nous donnons les points généraux sur cette trousse d'outils. Nous avons déjà commencé avec les présentations et nous avons parlé des objectifs. Et maintenant, nous allons vous donner un survol de la trousse d'outils de sondage de couverture et je vais vous expliquer pourquoi on appelle ça une trousse d'outils. Je vais vous donner, nous allons avoir des questions et des discussions sur l'outil et nous allons parler des outils de développement des capacités. Nous allons ensuite avoir d'autres questions et discussions sur ce sujet et ensuite nous allons aller en atelier pour des discussions sur la mise en place du sondage de couverture. Et pour cette session-ci, nous avons réfléchi à ce qui serait logique. Et nous allons donc vous présenter beaucoup d'informations et beaucoup d'outils différents. On s'est dit que c'est peut-être trop à essayer d'absorber en détail. Donc, nous allons faire un suivi avec un sondage Google après le webinaire. Mais pour amorcer la discussion, nous voulons savoir quelles sont vos expériences à mettre en place des sondages de couverture, parce que plusieurs d'entre vous en avaient réalisé. Et nous voulons aussi utiliser cet outil ou d'autres outils de sondage de couverture. Alors, quelles sont les barrières à l'utilisation de ces sondages? Mais d'abord, avant de débuter, sur la présentation, nous avons reçu quelques questions que nous voulions compléter afin d'obtenir une idée de qui est à l'écoute de ce webinaire. Si vous cliquez sur le bouton sondage, poll, vous devriez voir apparaître la question et vous devriez être en mesure d'y répondre. D'accord. J'ai l'impression que la plupart des gens ont déjà voté. Moi, je ne peux pas voir les résultats. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc, j'ai l'impression que tout le monde peut les voir maintenant. Donc, la plupart des participants font partie d'ONG, d'autres sont des universitaires. Il y a aussi
des gens du secteur public, il y a des gens qui sont dans l'application de programmes et il y a un bon mélange de familiarité avec les sondages de couverture et aussi des gens qui font de l'analyse de données et plusieurs qui ne sont pas familiers. D'accord. Donc, je suis heureuse de constater que plusieurs d'entre vous avaient déjà utilisé des outils de couverture. D'autres non. D'accord. Donc, ça m'aide et nous allons le prendre en compte au fur et à mesure que nous allons passer à travers nos diapos. Donc, pour commencer, voici un survol rapide du projet RADAR. RADAR, ça veut dire Real Accountability Data Analysis for Results. Donc, c'est un outil pour faire de l'analyse de données, améliorer l'analyse de données pour obtenir une vraie imputabilité. Donc, nous voulons développer des outils pour améliorer l'imputabilité des programmes, aussi au niveau de la santé des mères, des enfants et des nouveau-nés. Donc, les experts, tout le monde n'est pas expert de l'outil Radar, donc nous voulons améliorer l'utilisation de cet outil et tous les outils et la documentation vont être en disponibilité ouverte. Donc, voici un schéma de l'outil. Je crois que vous avez déjà eu des ateliers sur l'outil des vies sauvées, LIST. Donc, l'outil de sondage de couverture, cette diapo montre notre conceptualisation des questions pour lesquelles nous aimerions trouver réponse. Et l'outil va répondre à la première question. Les femmes et les enfants et les hommes et les autres populations qui ont besoin d'intervention, ces populations vont-elles en faire la demande? Vont-elles aller à leur recherche? Donc, peut-être pour commencer, je voulais revenir aux définitions. La définition de couverture d'intervention pour qu'on soit tous au même niveau. Quand je parle de couverture d'intervention, je parle de la proportion d'individus qui ont besoin d'un service ou d'une intervention qui reçoivent en fait ce service ou cette intervention. Et la raison d'être insisté autant sur la couverture et aussi au niveau de la surveillance et évaluation, c'est que c'est un précurseur à l'impact et c'est plus facile à mesurer aussi que plusieurs mesures d'impact. Donc, si les femmes et les enfants et les adolescents, peu importe votre population d'intérêt, les gens qui ont besoin d'intervention, s'ils ne les reçoivent pas, il n'y a aucune façon de mesurer l'impact. Et donc, mesurer la couverture de vos interventions, c'est essentiel pour comprendre si oui ou non votre programme va avoir l'impact souhaité et aussi pour modéliser l'impact. La couverture, les indicateurs de couverture, les mesures de couverture exigent des mathématiques populationnelles. Ce que je veux dire ici, c'est que vous devez, dans les faits, parler aux gens qui sont dans la population. C'est difficile d'obtenir des mesures de couverture de données hospitalières, par exemple, parce qu'avec les données hospitalières, vous n'avez qu'une partie du portrait. Vous ne voyez que les gens qui sont allés à l'hôpital ou au service de santé. Avec l'intervention de couverture, vous voulez avoir un portrait de toute la population. Plusieurs personnes dans le besoin ne visitent peut-être pas l'établissement de santé. Donc, on ne peut pas se fier sur les mesures basées sur l'établissement de santé. Il y a des bonnes mesures basées sur les établissements pour évaluer la couverture. Je n'entrerai pas dans ce détail-là, mais les mesures populationnelles, c'est la norme, la règle, et c'est comme ça que vous pouvez vous assurer que vos interventions atteignent les gens qui en ont besoin. D'accord. Donc, quand nous préparions cet outil de sondage de couverture, nous avions essayé de suivre quelques principes directeurs. Le premier, c'est de mesurer
l'indicateur de couverture de base d'Affaires mondiales Canada. C'est un outil qui a été développé en 2016-2017. Je crois qu'il peut avoir été modifié depuis, mais c'était notre point de départ pour mettre sur pied un questionnaire. Et les questionnaires ont été développés pour couvrir la santé reproductive, l'imputabilité ou l'empowerment des femmes. Et on a aussi inclus des indicateurs supplémentaires basés sur les commentaires. Et nous avons essayé de le rendre le plus simplifié possible pour qu'il soit facile à administrer, mais nous savons qu'il y a aussi des indicateurs qui intéressent d'autres partenaires, dont Affaires mondiales Canada. Donc, nous devons utiliser des questions normalisées et valides dans la mesure du possible. Et si vous regardez notre questionnaire qu'on va voir dans quelques instants, ça ressemble beaucoup à des questions liées à la santé et nutrition des mères nouveau-nés et d'enfants, mais beaucoup moins complets. Et ces sondages existent depuis une trentaine d'années. Maintenant, il y a beaucoup d'expérience en fonction des différents sondages qui existent. On ne veut pas réinventer la roue. On veut utiliser des questions assez bien normalisées. Donc, utiliser des questions normalisées, c'était la priorité. Nous voulions aussi demeurer flexibles afin de répondre à vos besoins. Donc, le questionnaire a été développé de façon modulaire, facile à adapter en fonction des besoins de votre programme. Et aussi, pour l'outil de vie sauvée, c'est un outil, l'outil liste, c'est un outil qui a été servi d'inspiration parce que c'est l'outil, avec l'outil Radar, nous avons regroupé les questions pour qu'elles soient compatibles avec l'outil des vies sauvées pour modéliser les changements en mortalité, en statut nutritionnel et les autres mesures de résultats. Et de la même façon, lorsque nous travaillons avec certains d'entre vous et avec des ateliers plus tôt dans le processus, nous avons reconnu que la planification et la mise en œuvre et les défis pour des sondages qui fonctionnent étaient une des grands obstacles à obtenir des données de ménage de qualité. C'est un sujet très difficile à bien faire et plusieurs ont fait des commentaires pour dire que c'était un obstacle. Et donc, nous avons priorisé le développement d'une suite de produits pour essayer de faciliter le processus. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est une trousse d'outils, non pas seulement un outil, parce que ce n'est pas seulement le questionnaire. Il y a beaucoup d'outils qui entourent le questionnaire. Donc, ce que nous avons fait, nous avons illustré le processus de faire un sondage réussi que vous voyez à l'écran. Donc, il y a de la planification qui se produit pour déterminer quels sont vos objectifs, quels indicateurs vous voulez mesurer, quelle taille d'échantillon est requise et le type d'échantillonnage, la formation des sondeurs, l'analyse des données, la gestion des données et nous avons essayé de développer des outils qui traiteraient ces différents aspects du processus de sondage. Nous ne prétendons pas que c'est exhaustif. Nous avons des idées pour peut-être 20 sondages supplémentaires qui auraient pu être développés, mais on n'avait tout simplement pas le temps de le développer. Il fallait demeurer réaliste et produire un outil adaptable. Mais nous avons essayé d'identifier les besoins et les outils qui, à notre avis, seraient utilisables et pourraient être adaptés par les partenaires. Donc, veuillez noter que plusieurs de ces sujets vont être discutés dans les webinaires à venir. La semaine prochaine, nous allons parler du sondage de couverture radar et les outils d'analyse que nous avons. Le 2 juin, nous allons parler de l'analyse de répartition au niveau des genres. Il y a un expert qui a développé des lignes directrices sur l'analyse de la couverture au niveau des différences entre les sexes. Et le 9 juin, nous allons parler de la taille des échantillons, les outils de taille d'échantillons et l'échantillonnage lui-même. Et je voulais mentionner, et Jessica va en parler aussi,
nous avons un site Web qui a une page pour le sondage de couverture et tous les outils s'y trouvent. Et certains ne sont pas encore prêts, mais vont y être ajoutés au fur et à mesure. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ressource pour télécharger ces outils. D'accord. Maintenant, je vais parler du sondage radar, du questionnaire lui-même. Mais avant de le faire, je voulais parler de l'utilisation des données de couverture existantes. Je m'en voudrais de ne pas le faire. Comme on l'a mentionné, des sondages utiles exigent beaucoup de temps et de ressources à mettre en place et ça représente un fardeau pour la population. Utiliser les données existantes, c'est toujours le premier choix. Et dans certaines circonstances, il y a beaucoup de données disponibles. Certains pays ont déjà mis en place des sondages de qualité. Mais des fois, ça n'existe pas. Des fois, les données existantes ont besoin d'être ajustées. Et c'est là où vous avez besoin de faire votre propre sondage. Et donc, nous avons mis un arbre décisionnel ici. Je ne le couvrirai pas en détail, mais ce sont certaines des questions à vous poser quand vous réfléchissez à l'utilisation des données existantes, peu importe votre raison au niveau de l'évaluation, peu importe, ou pour utiliser dans la conception du programme. Si toutes ces conditions sont réalisées, si vous avez les indicateurs disponibles, si vous connaissez bien la population d'intérêt, si vous avez une bonne taille d'échantillon avec des données de qualité et des données qui sont disponibles, c'est le moment où vous pouvez utiliser les données existantes. Mais comme je l'ai dit, si ce n'est pas le cas, notre objectif à ce moment-là est de développer des outils vous permettant de réaliser votre propre sondage. Donc, voici le questionnaire. Comme je l'ai mentionné, on essaie d'utiliser des indicateurs normalisés de même que des questions normalisées. Ceux qui connaissaient les structures d'enquête en grappe à indicateurs multiples, il y a quelques raisons pour les utiliser. D'abord, c'est plus facile à adapter que les données DHS, d'enquête démographique et sanitaire. Si vous pouvez facilement adapter les questionnaires avec peu d'impact et aussi ça permet l'inclusion d'enfants dont les mères biologiques ne font pas partie du ménage et ça n'exige pas d'historique ou d'antécédents médicaux. C'est la raison pour laquelle nous avons cette structure. Mais les résultats, pour être comparables aux enquêtes démographiques et sanitaires, de même qu'aux enquêtes à grappe à indicateurs multiples. Donc, les questionnaires incluent un dénombrement des membres du ménage qui sont admissibles à répondre au questionnaire, des questions sur les actifs du ménage et d'autres questions liées à l'état de santé. Un questionnaire des femmes, pour les femmes, qui traite de la santé reproductive, les soins prénataux, postnataux et des outils de prise de décision pour un sondage pour les hommes qui inclut souvent des questions sur la planification familiale, la prise de décision et les attitudes et les avis, et ensuite un questionnaire pour les enfants avec des indicateurs pour les enfants. Ces questionnaires sont disponibles en anglais, français et swahili. Voici une capture d'écran vous montrant, c'est une très longue liste, vous ne pouvez pas tout voir ici, mais certains des indicateurs qui peuvent être mesurés et vous pouvez constater que certains indicateurs représentent des priorités. Alors, nous voyons ici
que nous avons des ressources appelées des fiches d'indicateurs. Elles sont sur notre site web et à ce moment-là, pour chaque indicateur mesuré par l'outil radar, la fiche indicatrice est là pour présenter la définition de l'indicateur, son numérateur et son dénominateur, les questions qui sont liées au numérateur et au dénominateur et des notes ou commentaires au besoin. Alors, l'impact ici est de rendre ça plus facile pour vous, d'adapter le questionnaire et de déterminer quelles questions doivent être incluses dans vos sondages pour vos propres intérêts. Et c'est pour vous aider aussi à faire l'analyse des données. Alors maintenant, nous allons passer à un autre présentateur pour présenter les autres outils dans la trousse d'outils. Merci. Pouvez-vous arrêter le partage d'écran? Comme ça, je pourrais partager le mien. Très bien. Alors, comme Mélina disait, ce que nous avons développé, c'est une trousse d'outils bien garnie qui couvre tout de la conception de l'enquête jusqu'à l'analyse des données. Il y a donc des grands principes à appliquer et c'est ce que je vais vous présenter dans les prochaines diapos. Alors, ce sont des outils prêts à l'utilisation par des partenaires qui n'ont pas nécessairement le matériel et ils peuvent à ce moment-là les utiliser. Alors, en préparation à une enquête ou un sondage, nous avons un calculateur d'échantillons pour que les personnes puissent définir, bon, quelle taille d'échantillon est-ce qu'on veut selon les indicateurs qui nous intéressent. Alors, il existe une application en ligne qui est presque terminée, presque utilisable. Elle sera présentée donc en début juin et comme j'ai dit, ça vous aide à définir la taille de votre échantillon selon les indicateurs qui vous intéressent. C'est tout à fait personnalisable. Vous pourrez donc personnaliser cela sur le web sans problème. On va aller plus en profondeur là-dessus au webinaire du 9 juin. Alors, on a aussi un gabarit sur la ligne du temps. Alors, ou un échéancier ici. Donc, vous avez un échéancier pour vous donner une idée de combien de temps peut prendre chaque action. Bien sûr, ça dépend du type d'enquête, combien de régions seront couvertes par l'enquête. Donc, bien sûr, le gabarit peut être ajusté selon vos besoins. C'est très pratique d'avoir ces éléments répertoriés parce que souvent, il y a des choses comme l'autorisation par un comité éthique, par exemple, qui sont oubliées dans l'échéancier. Et quand on a donc des échéanciers serrés, ça complique la donne. Donc, ce gabarit peut être téléchargé à partir du web. Nous avons aussi un calculateur de fourniture. Donc, vraiment, tout ce dont vous pourriez avoir besoin est répertorié dans cet outil et vous pouvez calculer combien de chaque fourniture vous avez besoin. On peut à ce moment-là s'assurer de ne rien oublier. Ça se remplit automatiquement, dépendamment de combien de membres font partie de votre équipe et différents éléments. Et donc, ça simplifie les calculs à ce moment-là. Nous avons aussi un gabarit budgétaire qui est compatible donc, là, avec l'outil précédent. Donc, selon les fournitures dont on aura besoin, à ce moment-là, les éléments, les chiffres vont être automatiquement copiés dans le gabarit budgétaire. C'est assez simple à utiliser. Ce qu'on a fait ici, c'est vraiment exhaustif. Alors, si vous ne connaissez
pas ou plus ou moins les enquêtes de couverture. Vous allez voir ici dans la liste, bon, combien de stylos vont être nécessaires, des choses comme ça. Donc, tout ce dont vous avez besoin pour votre enquête, tous les matériaux, toutes les fournitures vont être là. Nous avons aussi un gabarit de documentation. Selon notre expérience, la documentation est extrêmement importante et souvent, c'est quelque chose qui reçoit moins d'attention. Donc, on parle de la documentation tout au long du processus. C'est très important pour retracer les décisions qui ont été prises, pourquoi telle ou telle décision a été prise. Donc, nous avons ce gabarit pour vous aider à consigner tout problème ou tout questionnement, ainsi que les décisions prises par rapport à ces enjeux-là. Vous les avez donc dans un seul document. Nous avons aussi une feuille Excel utilisée pour l'échantillonnage des ménages. Donc, ça vous aide à calculer la taille de l'échantillon selon le nombre de personnes dans une grappe, par exemple. On travaille sur une application pour ordinateur, mais pour l'instant, cet outil est disponible sous forme de feuille Excel. Mais voilà, très bientôt, nous aurons une application pour ordinateur. Le mois prochain, en fait. Ensuite, on passe au travail sur le terrain. Nous avons un gabarit pour un plan de déploiement. Ça vous donne des renseignements sur quoi vous devez vous pencher en planification de l'implantation de votre enquête. Vous pouvez donc regarder tout cela, entrer l'information. Ça peut être imprimé d'ailleurs si vous le souhaitez utiliser ça avec vos sondeurs directement ou si vous utilisez des tablettes par exemple, ça peut être faisable aussi. Alors, on n'a pas tout répertorié ici dans la liste, mais il y a une trousse d'outils assez complète pour la cartographie. Certains d'entre vous connaissez ça, d'autres non, mais la cartographie, c'est l'étape préliminaire à la création, au fond, de votre cadre d'échantillonnage. Nous avons donc une trousse d'outils, donc pour la formation, programme de formation, plan de déploiement, et nous avons aussi des outils par rapport à l'assurance de qualité des données, toujours reliés à la cartographie. Ensuite, ce que vous voyez à l'écran, c'est à l'intention des sondeurs. On ne les passera pas un par un, tous ces éléments, mais en gros, c'est ce dont vous auriez besoin pour former vos sondeurs avant de mener l'enquête. Je vais y revenir dans un moment, mais en gros, on a un manuel pour le sondeur, on a un manuel pour le chef d'équipe, aussi des renseignements sur la qualité des données. Les manuels sont disponibles en anglais et en français. Ensuite, notre questionnaire est fait pour être compatible avec ODK pour plusieurs raisons. C'est très facile à utiliser, c'est gratuit et ne nécessite pas beaucoup de formation pour son utilisation. Alors, nous allons aller plus en détail là-dessus dans un autre webinaire, mais le système ici CAPI, donc entrevue assistée par ordinateur en français, c'est quelque chose qu'on développe comme vous le voyez. Alors, nous avons les questionnaires sur l'outil ODK au format XLS qui est prêt au téléversement. Nous avons des questionnaires qui couvrent tout ce qui a été mentionné plus tôt, donc les questionnaires à l'intention du ménage, de la femme et des enfants.
Vous voyez qu'il y a des couleurs affichées et c'est un code en fait de couleurs qui servent à regrouper chaque module ou chaque indicateur. Les versions définitives vont être disponibles le mois prochain, mais pour le moment, nous en avons des versions en anglais et en français. Comme j'ai mentionné aussi déjà, nous avons des outils aussi par rapport aux données et à leur analyse. Nous avons donc différents noms ici. Nous vous encourageons à adapter les outils selon vos besoins. Alors, si les numéros des questions sont les mêmes, à ce moment-là, nous avons un script d'analyse qui est fait exprès pour analyser les données qui seront recueillies. De nouveau, c'est quelque chose sur lequel on va se pencher la semaine prochaine, donc au webinaire du 26 mai. Et Melinda a mentionné ceci également. Nous avons développé un document de consignes sur les analyses sexospécifiques à l'aide de données obtenues en enquête de couverture. On peut s'en servir donc avec le questionnaire radar, mais ça s'applique très bien à toute enquête de couverture. Comme on a mentionné, cela sera couvert davantage lors du webinaire du 2 juin. Et voilà, nous voulons prendre un moment à ce stade-ci. On a couvert beaucoup de contenu par rapport aux outils disponibles. Nous avons décortiqué le tout. Alors, si à ce stade-ci, vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, alors vous êtes les bienvenus de nous en faire part. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez activer votre micro ou alors utiliser la fenêtre de clavardage. Nous avons quelques minutes pour le faire, ce n'est pas un problème. Merci Melinda et Talata. C'est très intéressant. Nous avons utilisé des enquêtes de couverture ici au Sud-Soudan et ça a été un exercice très bénéfique. Mais l'enjeu que nous avons, c'est l'échantillonnage et oui, on va en reparler dans un prochain webinaire, mais et le coût, bien sûr, de l'enquête est déterminé par l'échantillon. Alors, pouvez-vous nous donner une idée côté budget pour notre planification? Disons qu'on a 3 ou 4 scénarios. Si on fait l'enquête complète sur tant de personnes, ça coûterait tant. Donc, pouvez-vous nous présenter des scénarios budgétaires là-dessus? Oui, c'est très bien que tout s'est bien passé au Sud-Soudan. Alors, j'ai une réponse partielle à vous offrir. Euh, Ce que je peux dire, c'est que c'est quelque chose sur lequel Radar travaille. Alors, nous avons quelqu'un qui collecte des renseignements sur les coûts dans une variété d'enquêtes de ménage avec différentes caractéristiques. Donc, à savoir s'ils incluent des commentaires ou non, etc. Alors, je vais avoir une manière de vous donner une réponse bien éclairée, mais c'est une question difficile à répondre parce qu'il y a tellement de variables à considérer. Et aussi, les coûts varient beaucoup d'un pays à l'autre. Moi, je travaille en Afrique de l'Ouest principalement. Il n'y a pas, disons, une grande différence entre la Somalie et le Burkina Faso, mais il y aura une grande différence entre la Tanzanie et le Bangladesh, par exemple. Donc, ça peut aussi être des contributions en nature ou des contributions salariales.
Donc, ça dépend, avez-vous aussi dans votre organisation des véhicules qui vont être utilisés ou non? Ça va changer donc la durée nécessaire pour le processus. Ça dépend aussi des indicateurs. Certains indicateurs vont coûter plus cher à récolter comme information, comme l'anthropométrie par exemple. À ce moment-là, ça prend plus de temps. Même chose pour les renseignements liés à la mortalité, c'est plus complexe à mesurer et à collecter comme information. Alors, c'est difficile de vous donner une réponse plus précise. En gros, l'estimation ici, si vous voulez implanter une enquête avec la cartographie des données, avec différents éléments, on parle de peut-être 250 000 pour 2000 ménages en USD. Alors, vous pouvez le convertir en dollars canadiens à ce moment-là. Et comme mentionné, il y a vraiment beaucoup de marge d'incertitude selon les variables. Alors, certainement, c'est possible de le faire avec moins de ressources, mais ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend de la tâche de votre échantillon, de votre budget, tout ça. Il y a beaucoup, comme je disais, de variables à considérer. Alors, je ne peux pas vous donner une réponse beaucoup plus précise. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons fait ce gabarit budgétaire. Quand on budgète pour une enquête, il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Et euh, voilà, c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'éléments à considérer. Donc, l'idée derrière le gabarit budgétaire, c'est de s'assurer que quand on est à l'étape de planification budgétaire, on veut tenir en compte tous les éléments qui doivent être tenus en compte. Alors, je ne sais pas si, Maka, tu as autre chose à dire là-dessus? Ou Talata? Moi, je crois que vous avez bien répondu. C'est un enjeu que nous avons eu également, cette question. Je vois que nous avons d'autres questions dans la fenêtre de clavardage. Alors, je vais en prendre une ici. Alors, nous trouvons utile de poser des questions sur l'attitude concernant l'égalité des sexes. Toutefois, dans le questionnaire, il y a des questions à l'intention des hommes seulement là-dessus. Est-ce qu'il y aura un module aussi à l'intention des femmes? Alors, pour clarifier, le sondage ou l'enquête complète est à la fois à l'intention des hommes et des femmes. Et bien sûr, cela inclut des questions sur l'attitude concernant l'égalité des sexes. On va en reparler un peu plus lors du webinaire, vraiment sur les questions sexospécifiques, donc dans les semaines à venir. C'est le webinaire du 2 juin. Voilà. Alors, à ce moment-là, les gens qui se sont penchés sur cette question-là et qui ont fait d'ailleurs des analyses poussées sur les données par rapport aux réponses des femmes versus des hommes, nous allons voilà, approfondir ce sujet beaucoup plus à ce moment-là. Melinda, il y a aussi une deuxième question. La question est, nous avons utilisé une enquête pour un projet en Tanzanie, mais notre enjeu était d'utiliser un serveur pour ODK parce qu'on n'a pas de personnel en informatique, donc un informaticien. Donc ça a été difficile pour nous. Alors, y aura-t-il des guides disponibles pour nous aider à bien paramétrer le serveur ODK? Oui, alors je vous référerai à ce moment-là au webinaire que nous tiendrons la semaine prochaine. Alors oui, il y a un guide qui vient avec l'outil ODK. ODK aussi s'est amélioré beaucoup récemment. Ils ont des meilleurs guides d'assistance. Alors, initialement, nous développions un guide plus complet, mais ODK eux-mêmes ont à ce moment-ci des documents plus complets pour l'assistance technique. Alors, je crois que vous pourriez jeter un œil là-dessus. Moi, je ne suis pas informaticienne, mais notre personne qui fait la gestion des données nous dit que
DigitalOcean, c'est le serveur que nous utilisons, est maintenant beaucoup plus convivial à utiliser. Peut-être qu'il y a quelqu'un, en fait, parmi les participants qui peut nous en dire plus. Oui, alors je peux répondre, effectivement. Alors, c'est Hannah qui a posé la question. Si possible, est-ce que vous êtes disponible la semaine prochaine à la même heure? Oui, oui, effectivement. Parfait. Alors, on va se pencher là-dessus en plus de détails la semaine prochaine. En gros, c'est possible à ce stade-ci d'avoir des services web gratuits et d'utiliser aussi DigitalOcean pour paramétrer son propre serveur. C'est effectivement l'aspect technique le plus complexe. Mais nous allons voilà, nous pencher là-dessus et voilà, je vais m'assurer de bien m'attarder là-dessus la semaine prochaine. Très bien, merci. Merci, Emily. Et pour revenir à la question précédente aussi, il est possible que certaines personnes regardent une version du questionnaire plus ancienne, mais voilà la version sur notre site web. Je vais le vérifier, mais ça devrait inclure un module sur la prise de décision qui inclut donc ces questions d'attitude. Et je sais qu'il y a des infos là-dessus, particulièrement dans le module santé et nutrition des mères, nouveau-nés et enfants. Avons-nous d'autres questions à ce stade-ci? S'il y a des gens qui ont déjà utilisé ces outils-ci, vous pouvez commenter ou vous pouvez nous faire part aussi d'outils ou d'aspects qui ne sont pas couverts à votre avis. Nous avons du temps. Alors, s'il y a des choses pour lesquelles vous dites, ah oui, il me manquerait telle chose, tel élément, alors vous pouvez le mentionner, bien sûr. Et comme Jessica l'a mentionné aussi, nous allons vous envoyer un sondage sur Google pour vous demander justement recueillir vos commentaires à la fin du webinaire. Pendant que les gens continuent de réfléchir, nous pouvons continuer. Oui, bien sûr. Alors, nous voulions nous pencher à ce stade-ci sur les documents relatifs au renforcement de capacités et vraiment parler de notre approche. Alors, comme j'ai mentionné au début ou à la dernière présentation, nous souhaitons bien sûr renforcer les capacités. Cela fait partie de nos objectifs, autant au Canada qu'ailleurs dans le monde. Alors, par rapport à cet outil, pour les enquêtes, nous avons eu en tête 3 publics cibles, si on veut, qui ont des besoins spécifiques. Alors, premièrement, nous avons les travailleurs sur le terrain, les gens qui collectent les données, leurs superviseurs, donc vraiment les gens qui collectent les données et leurs besoins se concentrent en gros sur bien connaître le sondage pour bien mener leurs tâches et collecter des données de bonne qualité. L'autre public cible, c'est probablement celui qui a le besoin de plus d'informations, sont les gens qui mettent en œuvre l'enquête, donc les gestionnaires. Peut-être que vous engagez un consultant pour mener vos sondages. À ce moment-là, il tomberait probablement dans cette catégorie-là. Et aussi, le personnel qui s'occupe de la surveillance et de l'évaluation, ce sont les gens
qui doivent savoir tout ce que les sondeurs savent, mais ils ont besoin en plus de connaissances plus techniques sur les outils et sur les échantillons, la taille de l'échantillon, comment on échantillonne, pourquoi on échantillonne de telle ou telle manière. Donc, ce sont les gens qui vraiment planifient tout le processus. Alors, à ce moment-là, eux ont besoin de connaissances plus techniques, plus pointues. Ensuite, nous avons un troisième public cible. Donc, ça dépend vraiment d'un organisme à un autre, mais ça peut être au niveau d'un programme. Par exemple, si quelqu'un dit, bon, voilà, j'ai besoin d'avoir une enquête initiale et une enquête finale, peut-être que les gens utilisent un consultant ou non, ça dépend. Alors, ils ont peut-être un besoin de renforcement de capacité particulier, mais voilà, ce n'est pas nécessairement eux qui calculent la taille de l'échantillon et tout ça, mais ils ont besoin quand même de savoir certaines choses. Donc, de quoi ont-ils besoin pour mener l'enquête côté budget, côté échéancier, tout cela? Et quels sont les éléments principaux pour mettre en œuvre l'enquête et analyser les données? Alors, nous avons, comme nous le disions, créé de la documentation pour chacune de ces trois catégories. Donc, pour les travailleurs sur le terrain, nous avons des manuels et des documents de référence et de formation. Pour les gens qui font la surveillance ainsi que les gens qui mettent en œuvre le sondage ou l'enquête, nous avons aussi un guide de mise en œuvre et des formations en ligne. Nous avons en particulier le guide de mise en œuvre qui est là pour vraiment compiler tous les outils et donner une marche à suivre pour la mise en œuvre du début à la fin du processus. Nous avons aussi, comme j'ai dit, un cours en ligne et nous allons en fait en parler en plus de détails dans quelques minutes. Nous en avons deux versions. L'une est une version plus technique et l'autre moins technique. Alors, selon la personne à qui ça s'adresse, probablement dans cette catégorie-là, ce sera la version technique qui sera appropriée. Donc, comment déterminer la taille d'un échantillon, comment pondérer les données, comment analyser les données. C'est le genre de questions qui sont abordées dans ce cours en ligne en question. Ensuite, pour les individus ou les organisations qui commandent l'enquête, il y a un guide de mise en œuvre, quoique peut-être qu'ils ne le liront pas en entier, mais peut-être s'attarderont à certaines sections qui vont concerner la planification vraiment de l'enquête et aussi la manière d'utiliser les données. Et nous avons aussi pour ces gens-là un cours en ligne, donc la version moins technique. Donc pourquoi est-ce qu'on fait des enquêtes de ce type, les enquêtes de couverture, des questions comme ça, moins techniques, qui seront utiles pour les gens de cette catégorie. Alors, Talata, maintenant, je te cède la parole sur les ressources. OK, donnez-moi l'écran, s'il vous plaît. Partage d'écran, merci. Excellent. Donc, ce que nous allons maintenant faire, nous allons aller en détail au niveau du matériel de formation disponible. Dans mon expérience, la qualité de formation reçue par les sondeurs est extrêmement importante si l'on veut obtenir des données de qualité. Donc, beaucoup d'outils sont disponibles. Les guides
sont adaptés des guides de l'enquête démographique et sanitaire. De même, et les matériaux de formation, l'ordre du jour et les diapos ont été préparés pour nos sondages et les deux peuvent être adaptés en fonction de vos besoins en termes de sondage. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons voulu développer un outil flexible. Donc, tout pourra être adapté en fonction de votre sondage. Nous voulions insister sur le fait que même si nous avons des diapos et de la documentation, rien ne remplace un examen article par article du contenu. Il faut vraiment tenir compte du contexte. Et il faut profiter des occasions pour insister sur l'importance de bien connaître le questionnaire pour avoir un bon sondage de couverture. Donc, commençons avec l'ordre du jour de formation. C'est un ordre du jour très générique. Vous allez avoir besoin d'instructions au fur et à mesure si vous voulez former davantage de gens et si vous incluez des points particuliers ou si vous formez dans de nombreuses langues. Le calendrier peut être étendu en fonction de ses besoins. Les 5 jeux de diapos disponibles, le premier n'est pas disponible parce que le premier élément que nous recommanderions, ce serait se concentrer sur votre sondage précis, votre programme, l'information sur vos partenaires. Ça, c'est très important pour vos sondeurs. Ils doivent être au courant de ces informations lorsqu'ils commencent leur formation avec vous. Le deuxième jeu de diapos parle de l'ordre du jour, les contenus, les guides, ce qui est disponible et comment utiliser chaque élément de collecte de données. Et ensuite, il y a un troisième jeu de diapos pour les rôles et responsabilités et aussi le numéro 4, la collecte, la cartographie, la collecte de données. Et l'éthique numéro 6 est sur les sujets humains. Et enfin, la supervision des sondages et l'assurance qualité. Ça, c'est surtout pour les gens qui vont faire la supervision. Voici, il y a aussi un guide qui a été mentionné plus tôt que vous voyez à l'écran. Ce sont des lignes directrices pour les compétences requises pour faire un sondage, pour être un sondeur. Les recommandations sont incluses dans le questionnaire et finalement, un examen question par question du questionnaire pour fournir le contexte sur chaque question, pourquoi elle est posée. Dans certains cas, expliquer pourquoi c'est posé d'une certaine façon et c'est nécessaire de l'utiliser comme document de référence par les sondeurs sur le terrain au-delà de la formation. Ça devrait être révisé pendant la formation, mais une fois que le sondeur est rendu sur le terrain, ils peuvent faire référence ou se référer à ce document très complet pour trouver réponse aux questions qu'ils pourraient avoir. Et en plus de tout ça, le sondeur ou les guides pour les sondeurs, il y a aussi un guide pour les chefs d'équipe et les superviseurs qui est destiné à être ajouté en surplus. Donc, si quelqu'un a un rôle de supervision, il devrait avoir participé à la formation des sondeurs, il devrait être au courant de tout ce que connaissent les sondeurs, mais comme leur rôle principal sera comme chef d'équipe ou comme superviseur, ils ont des besoins supplémentaires à prendre en compte au niveau de la gestion, par exemple, le travail de terrain, des préoccupations au niveau de contrôle de la qualité des données. Et tout cela est détaillé dans le guide. Et sur cette note, nous pouvons recommander
que vous ajoutiez une journée supplémentaire ou une journée et demie pour s'assurer que les gens qui ont été choisis comme chef d'équipe ou superviseur aient le temps de réviser ce matériel en fonction du rôle qu'ils auront à jouer rendu sur le terrain. Maintenant, je vais mentionner que nous avons une version préliminaire du guide de mise en œuvre sur laquelle nous travaillons et c'est un document qui relie tous les éléments ensemble, qui commence du début jusqu'à la fin du processus. Nous avons présenté les outils disponibles pour chaque étape. Et donc, nous voulons aussi faire en sorte que cette information soit colligée d'une façon utile aux partenaires. Donc, nous avons présenté en termes généraux tous les éléments qui sont prêts ou qui seront prêts d'ici le mois de juin. Mais il y a aussi une lacune en termes de connaissances. Si vous ne connaissez pas très bien les sondages de couverture, nous sommes à la recherche d'une façon de communiquer les connaissances qui, à notre avis, sont importants pour former quelqu'un pour faire un sondage de couverture et surtout pour qu'une équipe mette en place un sondage radar. Donc, nous avons développé un cours que nous allons rendre disponible sur Internet par Coursera. Il était prévu à l'origine pour juin 2020, mais étant donné que la COVID est arrivée au mois de février, on a été un peu retardé et on ne peut pas vous donner un échéancier ferme à ce moment-ci pour le lancement officiel. Mais le cours, une fois qu'il sera prêt et disponible en ligne, va cibler 2 groupes d'auditoires avec un auditoire plus technique, de même que de la documentation davantage pour la mise en œuvre, le suivi, pour les gens qui ne seront pas impliqués en analyse de données, mais qui seront impliqués avec la mise en œuvre. Les choses qu'on doit savoir afin de faire un bon travail dans ces secteurs respectifs. Nous avons développé le cours. C'est un cours de 20 heures avec des évaluations en cours de route. Le plus gros du cours se fait avec des modules didactiques et on a des entrevues avec des gens qui ont déjà administré des sondages. Donc, vous avez l'introduction au concept, comment concevoir un sondage, l'échantillonnage, le travail sur le terrain, l'analyse et la gestion des données pour analyser les données obtenues. Et encore une fois, je vais prendre un temps d'arrêt pour répondre à vos questions, commentaires ou suggestions. Je vais vérifier. Le clavardage semble être actif. Oui, il y a des questions qui ont été posées au clavardage. Donc, une première question. Il semble que le sondage n'inclut pas des questions liées à l'avortement et il n'y a pas d'indicateur se rapportant à l'avortement dans l'indicateur. Est-ce exact? Oui, c'est exact. Obtenir de l'information sur l'avortement dans des sondages, et c'est très difficile dans les sondages en général, à cause de la stigmatisation autour de l'avortement et aussi à cause de limites juridiques dans plusieurs juridictions. Donc, il y a des méthodes qui ont été développées pour obtenir de l'information sur les avortements. Mais si vous incluez des questions sur l'avortement dans un sondage comme celui-ci, vous allez sous-estimer énormément sa prévalence. Une chose que vous pourriez faire, et je ne sais pas si ce qui vous intéresse,
c'est la fourniture de services d'avortement, c'est quelque chose qui pourrait être inclus dans une évaluation d'établissement de santé. Comme je l'ai mentionné, il y a une autre gamme d'outils sur la qualité des soins et la mise en œuvre des soins. Ce serait l'endroit où le faire, si ça vous intéresse. Mais si ce qui vous intéresse, c'est simplement la prévalence de l'avortement, les avortements légaux ou illégaux, cet outil ne serait pas approprié. Il vous faudrait votre propre un outil de collecte de données indépendant. Et nous avons des questions supplémentaires. Je suis une chercheure internationale en avortement. Il y a des façons d'obtenir ces données, mais il ne faut pas miner la capacité de Santé Canada d'obtenir des données de qualité. Oui, je dois insister sur le fait, c'est qu'on peut obtenir des données. Et oui, on peut obtenir des données de qualité dans un sondage comme celui-ci. Mais j'aimerais demander à d'autres d'intervenir parce qu'une partie de la recherche qui évalue la prévalence d'avortement, c'est faite dans des établissements, mais il faut prendre en compte les risques aux données et à la population. Et ça, c'est un autre enjeu que je ne veux pas trop discuter, mais c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de ne pas poser ce genre de questions parce qu'il peut y avoir un risque de violence et c'est ce qui nous préoccupe dans la mise en œuvre de ce genre de sondage. Il faut protéger la santé des femmes impliquées et aussi protéger les données que vous obtenez. Et ça, des fois, c'est un défi pour plusieurs organisations. Donc, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Maïga? Oui, merci. Vous avez raison de soulever cette question. On doit mentionner que quand nous essayons de créer un sondage, un questionnaire, on veut se concentrer sur des indicateurs clés soumis par Affaires mondiales Canada et d'autres partenaires. Donc, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas inclus certaines questions, par exemple celles liées à l'avortement. Il est évident qu'il y a une façon d'obtenir ces données en utilisant de tels outils. Mais nous voulions avoir quelque chose de simple pour nous fournir des indicateurs utiles en lien avec notre partenariat avec le gouvernement canadien. Merci. Et nous avons une autre question. Ce genre de sondage comble le vide entre certains types de sondages. Comment peut-on créer un équilibre entre la génération de données en temps réel? C'est une très bonne question. C'est une question importante, à savoir quand ces sondages doivent être administrés et à quelle fin. Une partie de la raison du développement de l'outil, c'est que plusieurs organisations se faisaient demander de faire un sondage sur Internet. Et si vous évaluez ou essayez d'évaluer l'efficacité de votre programme et vous voulez regarder l'effet de votre programme sur les indicateurs clés de la santé, il y a d'autres sondages que vous pourriez utiliser. Vous voudriez réaliser un sondage comme celui-ci. Mais le défi, j'essaie de relire la question pour être sûr de bien répondre,
Ces sondages prennent du temps. Et donc, vous faites rapport 6 mois après les faits, ou avec certains indicateurs sur la santé, ça peut même prendre des années à analyser les données. Donc, il faut trouver un équilibre, dépendamment à des fins d'évaluation. Ce n'est pas très grave. Nous pouvons peut-être faire seulement 2 sondages dans le cadre de votre programme et vous allez avoir des données séparées dans le temps, mais on peut évaluer ce qui se passe entre les deux. C'est ici que peut-être que vous voulez des données plus actuelles. Et donc, il faut se poser la question, à quoi cela va-t-il servir? Et aussi, qu'est-ce qui est disponible? Si vous avez des évaluations, si vous avez des données qui vous sont accessibles, de qualité raisonnable, vous pouvez peut-être les utiliser, ou vous allez être capable de faire vos données de suivi de programme pour alimenter votre mise en œuvre de programme. Donc, ce n'est pas tout ou rien. C'est un ajout. Mais je veux insister sur le fait que ces sondages coûtent cher et ils exigent beaucoup de ressources. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous voulez étudier quelles sont les autres données disponibles avant d'envisager ce genre de sondage. Linda, je ne sais pas si on l'a confirmé. Il y a eu une autre question au niveau le document d'analyse des différences hommes-femmes est-il disponible sur le site Web? La réponse est non, mais il sera rendu disponible dans un mois ou environ. On y travaille. On ne voulait pas attendre jusqu'à ce que tous les outils soient définitifs avant de tenir ces webinaires, parce que l'objectif des webinaires est d'obtenir vos commentaires au sujet de ces outils. Et donc, et aussi la pandémie a affecté certains de nos échéanciers, bien sûr. C'est la raison pour laquelle nous ne vous présentons pas les outils définitifs. Mais nous espérons obtenir vos commentaires et ce document sera présenté au webinaire du 2 juin, je crois. Et nous aimerions bien obtenir vos commentaires par la suite. Mais il devrait être affiché sur le site Web d'ici un mois environ. Excellent. D'accord. Donc, maintenant poursuivons. Nous allons maintenant passer à une discussion, une section discussion. Afin d'avoir une discussion avec autant de gens, nous avons décidé d'utiliser des ateliers. Vous avez été assigné à un atelier en fonction de vos préférences linguistiques et de vos rôles et de votre organisation. Et ce que nous aimerions faire maintenant, c'est faire en sorte que dans chacun des groupes, des ateliers, que vous ayez une discussion sur les questions que nous affichons à l'écran et que vous allez recevoir aussi très bientôt. Et un des animateurs sera aussi dans votre atelier. Il prendra des notes sur ce qui se discute à ce stade. Alors, je crois que Tina va nous aider à maintenant s'en aller dans les ateliers. Avant de le faire, très rapidement, il faut que vous sachiez comment aller et revenir dans votre atelier. Ce n'est pas tout le monde qui est en atelier. Alors, bientôt, vous allez voir un indicateur, une fenêtre vous invitant à aller dans votre atelier et Tina va nous ramener en plénière après 20 minutes. Nous avons fait de notre mieux pour vous assigner
dans un groupe en fonction de vos préférences linguistiques, mais dépendamment de votre courriel d'inscription aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelques erreurs. Donc, si pour une raison ou une autre, vous êtes dans un groupe et vous aimeriez changer de groupe, soit pour la langue ou autre, envoyez un message à Tina directement dans le clavardage et elle va vous transférer au bon groupe. Et finalement, cette plénière est enregistrée, mais les discussions individuelles ne le sont pas. Donc, dans chacun des groupes, il y aura un animateur qui va prendre en note ce qui ressort de vos discussions. Alors, ceci étant dit, Tina, c'est à vous. There we go. Oui, alors, rebonjour tout le monde. C'était très bien de participer aux séances en groupe. J'espère que ça a été productif pour vous. Je crois que nous n'avons pas le temps nécessaire pour que chaque groupe s'exprime, mais peut-être qu'un porte-parole par groupe peut euh, donner un petit récapitulatif de ce qu'ils ont discuté pendant la séance en groupe. Aussi, quelque chose qui a été mentionné à la fin de notre séance, c'était la question de la surveillance de la qualité des données pendant et après l'enquête. Comment évaluer donc la qualité des données? C'est quelque chose qu'on n'a pas abordé en profondeur. Nous aurons une liste d'indicateurs de qualité de données que vous pourrez utiliser pendant l'enquête et post-enquête. Et nous avons essayé de créer un tableau de bord que les gens pourraient utiliser pour cette fin. C'est un peu complexe, mais voilà, nous avons des outils qui sont en cours de développement. Nous ne les avons pas encore, mais certainement, c'est une question d'intérêt pour nous. Oui, alors je peux être la porte-parole de mon groupe. Alors, il y a eu beaucoup d'intérêt par rapport à l'analyse sexo-spécifique. Et tous les participants ont mentionné qu'ils utilisent des indicateurs du DHS, de mix aussi, et de quelques autres sources. Et on souhaite avoir plus d'outils, effectivement, et une orientation par rapport aux résultats et aux analyses transversales avec d'autres équipes et d'autres enquêtes. On s'adapte aussi aux indicateurs par rapport au cadre d'imputabilité qui a été mentionné au début du webinaire. Alors, c'était notre récapitulatif. Merci, Mélodie. Alors, je peux y aller. Et ensuite, on va pouvoir conclure. Alors, l'une des choses qui a été mentionnée, c'est le partage des données. Alors, à mesure qu'on mène les enquêtes et qu'on collecte des données, il y a des questions par rapport à, bon, est-ce qu'on peut partager ces données? Quel genre de permissions sont nécessaires pour ce faire? Et Melinda, vous en avez parlé aussi. On essaie d'utiliser les données existantes versus essayer de collecter nos propres données, toute cette question. Oui, effectivement, c'est un enjeu et c'est quelque chose qu'on a peu discuté, mais oui, on pourrait en parler davantage. Melinda? Oui, ici Mega. Alors, nous avons tenu des discussions par rapport
à l'expérience et l'utilisation de certains outils pour les enquêtes de couverture. Dans notre groupe, nous avons constaté qu'il y a des organismes non gouvernementaux qui mettent en œuvre des enquêtes de couverture finales. Alors, c'est bien pour mesurer les répercussions de différentes interventions. Donc, nous avons le modèle d'une enquête initiale et finale pour cette intervention. Nous avons aussi des gens qui utilisent diverses sources de données. Par exemple, des données du DHS ou d'autres commissions sur la santé. Donc, en utilisant différentes choses pour la surveillance des données, c'est fort intéressant comme option. C'est quelque chose qui peut être utile pour justement faire la surveillance de l'évolution des données. Alors, c'est quelque chose qui a été discuté dans notre groupe. Merci, Mega. Il y a quelques groupes qui ont discuté de cette question-là, de prendre diverses sources de données et de les compiler et les colliger. On veut bien sûr s'assurer que les enquêtes sont bien menées et qu'elles soient utiles, que les données recueillies soient utiles. Alors, j'espère que les discussions vous ont été bénéfiques. Nous allons vous envoyer les notes prises pendant l'événement. Alors, pour conclure à ce stade-ci, nous allons vous envoyer un sondage Google, je crois par courriel, n'est-ce pas, pour récolter vos commentaires sur le webinaire. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de remplir ce sondage Google et bien sûr, vous pouvez aussi nous faire parvenir des questions ou des commentaires directement aux organisateurs s'il n'y a pas assez de place dans le formulaire ou quoi que ce soit. Je souhaite aussi vous rappeler que nous aurons d'autres webinaires dans les prochaines semaines. Vous les voyez à l'écran. Je crois qu'il y a beaucoup d'intérêt par rapport à Open Data Kit, ODK, aussi sur les calculs par rapport à l'échantillonnage et tout ça. Alors, je vous encourage à participer à ces webinaires. Ils seront plus concrets, se concentreront sur l'aspect pratique. Et voilà. Nous pourrons voir à ce moment-là à quel point ils vous sont utiles et ce genre de contenu vous est bénéfique. Alors, vous voyez ici nos adresses courriels à moi-même et Talata. Si vous souhaitez communiquer avec nous, vous pouvez le faire. Vous avez aussi le site web. Alors, maintenant, Jessica, je te laisse les derniers mots. Oui, je crois qu'on a tout couvert. Merci beaucoup à tout le monde de vous être joints à nous. Vous aurez un courriel très bientôt de ma part qui vous invitera effectivement à remplir le sondage Google pour récolter votre rétroaction par rapport à la séance d'aujourd'hui et à mesurer votre intérêt pour les prochains webinaires aussi. Merci à Melinda, à Talata, Maiga et les autres organisateurs. Merci aux gens de Kenwatch, Fallon, Melody et les autres. J'ai bien hâte de vous retrouver donc au cours des prochaines semaines à nos événements
qui vont nous permettre d'approfondir certains des outils qu'on a survolés aujourd'hui et de bien mesurer les répercussions que nos interventions ont. Alors, je vous souhaite un bon reste de journée et voilà, merci.